Salut, moi c'est Audrey, alias la cheftaine. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait des autres. Prisonnière de mes étiquettes, entre doute constant et syndrome de l'imposteur, je me sentais à l'étroit. Un jour, j'ai décidé de m'en libérer. Ce podcast, je l'ai pensé pour celles et ceux qui veulent franchir un cap, retrouver leur élan et renouer avec ce qu'ils sont profondément. Alors, si toi aussi tu cherches à te reconnecter à ta propre valeur et que tu veux un boost d'énergie positive, c'est parti. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Claire Bobby-Gasparian, céramiste et dirigeante des Céramiques St. Vicent à Perpignan. Une maison d'artisanat d'art mythique, fondée dans les années 40, traversée par des artistes comme Jean Lurçat ou Pablo Picasso. Une institution perpignanaise. Mais avant cela, je te rappelle que mon premier roman est disponible en librairie. Il s'intitule « Demain sera mieux qu'hier ». Il est publié aux éditions Hugo Stern. Et si tu veux en savoir plus, tu trouveras un lien d'info dans les notes descriptives de l'épisode. Donc, revenons-en aux Céramiques St. Vicent et à Claire, qui incarne la 3e génération à la tête de l'entreprise. Reprendre une entreprise, c'est une chose, mais poursuivre l'œuvre de sa famille, c'est une pression supplémentaire. Selon l'adage, la 3e génération n'est pas celle qui reproduit, mais celle qui transforme, qui remet en question, qui avance parfois à contre-courant. Et il faut avoir les épaules pour ça. Dans cet épisode, nous avons parlé de fidélité aux gestes, d'erreurs humaines, de pression, de savoir-faire, de valeurs, et elle a même réussi à me faire perdre mes moyens. Bref, c'est tout sauf une conversation figée dans les années 40. La cheftaine, le podcast, nouvel épisode, c'est parti. Bonjour Claire. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à La cheftaine, le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Donc moi, on se connaît un petit peu là maintenant, hein, on se côtoie. Je crois. Ardument, j'ai envie de dire, depuis quelques mois qu'on est au bureau ensemble dans l'association. Mais les autres te connaissent pas, donc j'ai envie de te dire, présente-toi, dis-nous qui tu es, Claire, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Claire Bobby-Gasparian. Je viens de Perpignan. C'est pas très original pour une Perpignanaise. Et donc je suis céramiste dans l'entreprise familiale que je dirige et pour laquelle je suis la 3e génération. Donc céramiste, les Céramiques St. Vicent à Perpignan, c'est une institution. J'ai appris avec Isabelle qu'il y avait un adage sur la 3e génération. Enfin, la première crée, voilà, la deuxième consolide et la 3e détruit tout. Alors, c'est ça l'idée? ça dépend en fait comment on voit les choses. La première crée effectivement, la deuxième finalement profite de ce qu'a fait la première, et la 3e, à un moment donné effectivement il faut qu'elle casse un peu tout, parce que on est sur des générations forcément différentes, sur des temps différents, hein. Trois générations ça commence à faire 2 générations d'écart, et avec des mentalités qui changent, avec des mœurs qui changent, avec des modes qui changent. Et donc, à un moment donné, forcément, la 3e génération, elle doit casser quelque chose. Donc, c'est pas négatif d'être la 3e génération. Pas forcément, au contraire, mais c'est juste qu'il faut effectivement savoir passer à autre chose. Plutôt que le casser, passer à autre chose, voilà. Il faut quelqu'un qui ne connaît pas Perpignan, qui ne sait pas ce que sont les Céramiques St. Vicent. Tu nous fais une petite présentation? C'est très simple. Donc, les Céramiques St. Vicent ont effectivement été créées par mon grand-oncle et mon grand-père dans les années 40, en pleine guerre. Donc déjà ça a été costaud, voilà, pour eux de créer une entreprise sur des périodes de conflit. Le but est de faire de la céramique d'art, de la faïence d'art depuis le début. Et l'entreprise a été particulièrement solide sur les années 50-60, avec notamment les éditions des céramiques de Jean Lurçat, qui ont grandement contribué à notre notoriété et à notre expansion au niveau mondial à cette époque-là. Mais quand on reprend dans le contexte, les années 50-60, tout le monde fait de la céramique. Tous les grands artistes veulent faire de la céramique. Le premier, bien sûr, ça a été Picasso en 48 avec Valoris. Et donc, les artistes qui s'intéressent un petit peu aux médiums différents, veulent tester d'autres matières, dont la céramique. Donc, on profite de ce mouvement. 50-60, on a 25 salariés à l'atelier, on exporte, on vend dans le monde entier, c'est vraiment l'âge d'or. Mais c'est l'âge d'or de St. Vicent, mais c'est l'âge d'or de la céramique tout court, en fait. Et puis tout ça, fin des années 60,
ça commence à tomber avec un phénomène qui est extrêmement simple. C'est que la céramique, c'est essentiellement du temps, c'est essentiellement de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre dans les années 50, elle coûte rien. La main-d'œuvre à la fin des années 60 avec les acquis sociaux, elle coûte beaucoup plus. Ouais. Donc la céramique devient beaucoup plus chère. Et du coup, il y a un phénomène sociétal qui va forcément s'inverser. C'est aussi l'avènement du formica, c'est aussi l'avènement du plastique. Et donc nous, il y a un très très mauvais moment à passer et des grosses décisions à prendre que mon grand-oncle et mon grand-père vont prendre à l'époque, et qui vont être de revaloriser les artistes locaux. Donc ça a été un premier défi de l'entreprise. Et forcément, au fil du temps, il y en a eu bien d'autres. Mais ça a été vraiment le premier. Donc on est oui, une institution, bien sûr. L'âge d'or, mine de rien, il remonte à quelques années. Et alors aujourd'hui, il revient parce que aujourd'hui, la céramique de nouveau est dans l'air du temps et de nouveau, on a réussi à casser cette image de ringardise que pouvait avoir la céramique à un moment donné. Et donc on redevient dans l'air du temps. Tant mieux. Donc voilà, on va essayer de surfer sur cette vague aussi, tout en ne n'oubliant pas qui on est, d'où on vient et ce que nous faisons. Parce que la céramique d'aujourd'hui, elle va être sur un côté plus brut, quelque part, qui demande beaucoup moins de main-d'œuvre qu'une céramique d'art des années 50-60. Mais nous, on tient à maintenir notre savoir-faire. Et donc, on reste sur une céramique qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Mais qui reste, voilà, dans la céramique d'art et dans la lignée de ce qu'on a fait, de ce que nous faisons. Et donc la céramique, tu es tombée dedans quand tu étais petite ou Eh ben c'est oui. arrivé par hasard? Non. Forcément, moi j'ai grandi à l'atelier puisque c'est mes parents qui ont repris l'entreprise. Et voilà, moi quand je sortais de l'école, j'allais à l'atelier, je m'amusais. Puis dès que j'ai su tenir un pinceau, voilà, je me faisais 4 sous l'été en émaillant des choses de mon père. J'ai appris comme ça en fait. Et puis voilà, j'ai toujours été au milieu des artistes, de l'atelier et c'est mon univers. Mais je crois savoir que tu es pas allée immédiatement dans la céramique. Alors si, en fait, j'y suis tombée dedans et puis comme je suis un peu curieuse quand même, je suis allée voir ailleurs quand même. Ouais. Parce que c'est une vérité, mais c'est une vérité qui ne s'impose que quand quand on va voir, encore une fois, quand on va voir ailleurs, parce que il faut savoir comment ça se passe à l'étranger, dans d'autres domaines d'activité, pour savoir si c'est vraiment ce domaine-là qui est le nôtre. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis allée voir comment ça se passait sur d'autres domaines, et je me suis éclatée au demeurant. C'était super, mais c'était pas ma vie. Ouais, voilà. Ma vie, c'est la céramique, c'est sans Vicence. Voilà, ma vie, c'est sans Vicence. Et tu as un frère, lui, il était pas du tout dans ce délire-là? Ah mais si, alors mon frère en plus il est très très doué en dessin, ce que je ne suis pas à l'origine. J'ai appris, mais à l'origine pas plus que ça. Alors que lui est vraiment très très doué, et puis finalement lui il s'est tourné sur le côté maternel de la famille et il est œnologue. Voilà. Oh, le vin et les céramiques, c'est un bon plan. C'est un bon blanc. Puis à Saint-Vicence, on est sur un ancien domaine viticole, c'est pas mal. Il y a une certaine logique. Et Voilà. et t'as 2 fils, tu les prépares à la suite? Est-ce qu'il y a une appétence pour l'un des 2 à suivre Saint-Vicence? Alors c'est très compliqué. Il y a un côté je t'aime moi non plus pour eux, pour la céramique. C'est j'y viens, puis je m'en vais, puis je reviens. Ils sont jeunes en même temps. Ils sont jeunes. Voilà. Moi je les pousse à aller voir ailleurs. Ce que j'ai fait. Je les pousse vraiment à aller voir ailleurs parce que c'est nécessaire. Et puis on verra bien. Voilà. Donc pour l'instant ils sont sur d'autres objectifs, mais voilà, quand ils veulent gagner 3 sous, j'ai le grand qui est salarié à temps partiel sur l'entreprise, donc ça lui permet d'arrondir ses fins de mois, et puis et le petit qui a été voilà salarié aussi pendant quelque temps. Voilà, il est allé voir. Oui, voilà, on verra. On peut pas savoir. Il faut qu'ils fassent leur chemin. Oui, voilà, c'est pas le truc de dire il faut reprendre une entreprise familiale. Non, il y a pas la pression. C'est difficile, donc il faut que ce soit un choix. Ouais. Et toi, donc du coup, ça s'est un petit peu présenté assez naturellement, sans violence, sans heurts. Tu t'es fait accompagner dans la reprise de l'entreprise.
que tu t'es formée? Est-ce que ça a été sur le tas, dans la douleur justement, ou pas? En fait, la reprise, elle s'est faite sur du très très long terme, puisque juridiquement, ça fait très très peu de temps en fait que je suis à la tête de l'entreprise. En fait, ça fait des années que je la gère de fait, comme on Bien dit. sûr, oui. Mais du coup, mes parents sont toujours là, ils sont toujours à mes côtés, s'il y a quoi que ce soit. Et puis à m'aider au quotidien. Donc voilà, ça s'est fait sans heurts à ce niveau-là, parce que moi, ça fait très, très longtemps que je m'occupe de tout ce qui est administratif, et puis même du développement artistique de l'entreprise, du modèle économique de l'entreprise. Donc, il y a pas eu vraiment de changement. Voilà, ça s'est vraiment fait sur le fil du temps, sur la longueur du temps. Et je dis pas que ça s'est fait sans heurts, parce que c'est forcément des fois il y a des confrontations d'idées et d'objectifs qui Allez, choc générationnel, bien sûr. forcément, voilà. Ouais. Mais ça va, quoi. Voilà, tranquille. Oui, non, non. Oui, et puis c'est vrai que les auditeurs ne le voient pas, puisque forcément ils nous écoutent. Mais donc on est dans le bureau qui est lui-même à l'arrière de la boutique, et la maison de tes parents est elle-même à l'arrière du bureau. C'est Donc ça. C'est ça. jamais très très loin C'est non ça. plus. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile dans la reprise de l'entreprise familiale? Et encore plus donc si quand il y a les parents qui habitent sur ton lieu de travail, Ouais, tu vois? oui, ah oui, oui, ils sont tout le temps là, hein. Et puis alors, tous les matins, c'est ci, ça, il faut ci, il faut ça, il faut. Mais non, non, c'est plutôt bon enfant, et beaucoup plus positif que négatif, voilà. Et puis, c'est toujours sympa de les avoir dans le coin, quand je sais pas trop quelque chose, voilà, hein. Non, non, c'est très chouette. Après, qu'est-ce qui a été difficile? Bah, tu disais le renouvellement du modèle économique peut-être? Oui, forcément, c'est que comme touche à l'entreprise, après c'est pas particulièrement dû à une reprise. Si, ce qui est plus difficile, c'est qu'effectivement, euh, on appartient à l'inconscient collectif, au patrimoine inconscient, j'ai envie de dire, des Perpignanais. On leur appartient en fait un peu aux Perpignanais. Et donc ça, c'est très compliqué, parce que il faut changer, mais pas trop. Eh oui. Voilà. Donc c'est très compliqué, parce que nous, voilà, on a des impératifs à tenir. Et que parfois, ben oui, il faut donner un petit coup de pied dans la fourmilière pour avancer. Et ça leur plaît pas toujours, voilà. Mais quand même, globalement, si ma clientèle, mes fidèles clients, si, sont là, sont toujours répondent au rendez-vous, j'ai pas de souci. Mais il y a une partie qui peut être un peu désarçonnée par rapport à comment c'était avant, c'était mieux avant, voilà. Ouais. Bon. Ouais, Alors connaît l'histoire. c'était certainement mieux, c'était notre époque aussi, c'était d'autres contraintes économiques aussi, on peut pas, voilà. Voilà. Je vois ce que tu veux Si dire, hein. si on reste sur le c'était mieux avant, on n'existe plus. Donc c'est ce que je leur dis peut-être, mais en attendant, on est là, et que si on était resté sur le modèle d'avant, ben on serait certainement plus là. Donc à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Et c'est vrai que là, je fais une Mm. petite parenthèse plutôt pour l'audience, parce que moi, c'est vrai qu'on est dans l'arrière-boutique, je vois la boutique, céramique d'art, c'est pas juste la faïence que l'on met dans un coin. Donne des exemples, quelques pièces que vous fabriquez au Céramique Sans Mais nous, en Vicenne. fait, sans licence, on est spécialisé dans le décor. Donc on fait nos formes, bien sûr, elles sont nos formes à nous. Mais ce qui fait notre plus-value, c'est vraiment le décor, puisque c'est quelque chose que très peu de céramistes font finalement. Les céramistes, ils vont s'axer sur une forme, ils vont l'émailler, mais plutôt en uni, plutôt avec à la rigueur des matières, des effets. Mais ils vont rarement faire un décor un peu appliqué et un peu travaillé. Voilà. Donc ça, c'est l'application des émaux qui fait encore une fois notre différence. C'est des couleurs très vives, bien sûr, surtout les rouges, hein, qui font notre réputation. Et donc voilà, c'est une céramique qui s'expose, qui s'utilise aussi, bien sûr, hein. L'idée, c'est de pas que ça soit pas dans les placards, hein. Et puis c'est une céramique qui se transmet, qui s'offre aussi, bien sûr, mais qui se transmet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, hein, ce qui s'était vendu dans les années 50, 60 se retrouve soit disputé dans les successions, non c'est moi qui aurais ce plat, mais non c'est moi, ou dans le pire des cas entre guillemets, elle se retrouve plutôt chez les antiquaires ou en salle des ventes, où là on a des prix qui atteignent des prix
très 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 intéressant. Donc c'est un patrimoine en fait. Voilà, c'est un objet qui se transmet, qui rappelle un décor, qui rappelle un souvenir, qui rappelle un moment. Nous on fait de la pièce de série, hein, mais on fait beaucoup de pièces uniques. Donc chaque pièce unique, on les travaille vraiment une à une. Donc c'est un travail énorme bien sûr. Alors on est sur des prix relativement onéreux, mais par rapport au travail que ça représente, pas plus que ça. L'artisanat d'art, donc forcément. C'est ça. Et puis encore une fois, c'est ce que dit le PDG d'Hermès, hein, pour le paraphraser, hein, ce n'est pas cher, c'est onéreux. Oui. Du coup, oui, tu es à la tête d'une TPE, artisanat d'art. Vous êtes combien de salariés? Alors actuellement, j'ai 4 salariés. Et tu accueilles des artistes en résidence. Et donc effectivement, j'ai actuellement 3 artistes en résidence, 2 en devenir, mais bon, on verra comment ça évolue. Et oui, voilà. Donc l'idée, c'est qu'ils apportent leur univers pour moi aussi diversifier l'offre pour mes clients, bien sûr. Et puis ils apportent un regard forcément nouveau avec parfois des formes on va évoluer sur des formes, on va évoluer sur des couleurs, des choses que j'ai pas forcément l'habitude de travailler et des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé parce que quand on a la tête dans le guidon, voilà, il y a des choses auxquelles on n'est pas, et puis eux, ils apportent ce regard neuf à chaque fois, donc c'est chouette. Et du coup, vous avez toujours accueilli des artistes en résidence, parce que c'est malin d'avoir justement le fait d'avoir des nouvelles têtes qui viennent réfléchir. En fait, au tout début, c'était des artistes salariés qui faisaient leur collection. Ok. Et puis, sur leur temps salarié, ils ont fait de plus en plus de l'URSSAF, Picard Ledoux, donc les pièces d'édition, en fait. Donc c'était des artistes quelque part en résidence. L'URSSAF, Picard Ledoux, quand ils venaient, c'était... Oui, ils signaient pour établir quelques collections c'était pour faire des collections. Ouais. Et puis, quand tout ça a commencé à chuter, eh bien, c'est les artistes salariés qui finalement ont repris leur collection propre. Jusqu'au jour, fin des années 70, quand mes parents reprennent et que le modèle économique quand même n'est plus ce qu'il était, il faut le changer. Eh bien, les artistes en fait s'installent dans leur propre atelier et nous on revend leurs pièces. Donc ils sont formés chez nous avec notre savoir-faire, mais ils ont leur propre atelier. Et du coup, eux, ils peuvent vendre un petit peu ailleurs. Et nous, on garde une exclusivité sur certaines pièces qu'on revend ici. Voilà. Ok. Voilà. Alors, et ça a totalement changé en revanche parce que maintenant, toutes les céramiques sortent de l'atelier de Saint-Vicence. Okay. Il n'y a rien d'extérieur. Voilà. D'accord. Rien de rien. Ok, oui, l'artiste peut avoir de multiples supports, mais la céramique, c'est ça. C'est ça. Ok. Voilà. Quelle erreur t'as le plus appris dans ton parcours de chef d'entreprise et comment l'as-tu surmontée? Alors c'est pas agréable à dire, c'est l'erreur en fait que j'ai faite essentiellement, c'est peut-être d'avoir fait trop confiance à certaines personnes. Voilà. Ah, le recrutement. Non. Ouais, voilà, c'est voilà. C'est bon. Après, c'est pas un cas isolé, je t'assure. 90% des gens me parlent d'erreur de recrutement. Voilà. Donc vraiment, l'erreur liée à l'humain. Ouais. Mais là où ça m'a, au-delà de l'erreur, ça m'a blessée parce qu'en fait, alors ça c'est un truc chouette parce que je suis quand même commerçante avant tout, et que quand on est commerçant et en plus moi je suis derrière la caisse depuis que j'ai 10 ans à peu près avec les vendeuses respectives, etc. On apprend énormément en fait. On apprend énormément sur l'être humain. Une personne va être totalement différente quand elle vient seule, en couple ou avec des amis. La même personne n'aura pas la même personnalité selon le contexte. Donc ça c'est assez riche. Enfin moi ça m'a beaucoup intéressé tout ça. Et je crois avoir une petite intuition sur les gens. Alors on peut se tromper, puis on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas le sujet. Et je croyais avoir une petite intuition. Mais après les gens évoluent, après les choses, la vie n'épargne personne. Donc voilà, j'ai pas de rancœur ni quoi que ce soit. Mais je me suis parfois trompée. Voilà. Ouais. Plus de la déception même que de l'erreur. Ouais, c'est ouais. Ou en fait on se dit malheureusement ça implique qu'on s'engage peut-être un peu moins avec les gens. Oui, et puis j'imagine que chef d'une très petite entreprise, l'affect n'est pas la même. Forcément. Que
forcément. Parler du PDG de chez Hermès, il connaît pas ses vendeurs. Non, Donc, je pense voilà. pas. Ou alors les vendeurs gros comptes peut-être, mais pas le Oui, vendeur en boutique, et quoi. encore. Voilà. Donc oui, j'imagine que la Voilà. proximité et l'affect, Bien sûr, chamboulent aussi pas mal. bien sûr. Voilà, donc non, mais après on passe, hein, mais C'est formateur, on va dire ça. voilà, c'est ça. Mais après ça, ouais, ça met un petit plomb dans l'aile quand même. Et à l'inverse, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Une réussite marquante, un tournant? Bon, de réussir déjà à maintenir l'entreprise, c'est déjà pas mal. Oui, il y a Voilà. une pression, non, quand même, un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais même une grosse pression parce qu'encore une fois, les Perpignanais, on leur appartient. Ouais. Donc, ils nous attendent au tournant. D'accord. Donc, la pression, elle est personnelle, c'est sûr. Mais et aussi vis-à-vis des gens, sur Noël, sur la crèche de Noël, si on se plante, ils vont pas nous rater au tournant, hein. Oui, donc effectivement, tenir l'entreprise, la pression Oui, après, de poursuivre. là où c'est difficile, c'est qu'on reste un être humain et qu'il y a des années avec et des années sans. Et que l'année dernière a été une année sans pour moi pour diverses raisons. Je m'en rends vraiment compte cette année. Et bon, on a quand même réussi, je pense, à tenir le cap. Ça s'est pas trop vu. Mais Dur. mais là, je suis contente de reprendre un petit peu les rênes, quoi. Voilà. Et du coup, tu avais l'impression de devoir faire des sacrifices pour réussir, maintenir l'entreprise? C'est pas le mot que j'emploierais parce que je m'éclate. Donc non, c'est pas le mot que j'emploierais parce qu'encore une fois, je m'éclate à faire ce que je fais. Mais sacrifice, ouais. Après, je pense que mes enfants, oui, auraient aimé que je passe plus de temps avec eux, certainement. Mais non, je travaille énormément, mais je m'épanouis dans le travail. Ouais. Donc tout va bien. Heureusement, oui, non, Voilà. c'est sûr. Qu'est-ce que ce lieu, toi, t'as un four, l'atelier, la boutique, ça raconte de toi aujourd'hui? Tu as passé toute ta vie finalement dans ce lieu. Quasiment. Bah, alors, quand j'étais enfant, on n'habitait pas ici sur place, mais je suis arrivée ici, on a vécu ici à partir de mes 9 ans. Donc oui, ça fait quand même une grosse tranche de vie. Sachant que c'était mes 50, effectivement, voilà, tout va bien. Et sans Vicence, même si on n'y vivait pas, ben voilà, mes parents ils travaillaient déjà, donc on y venait beaucoup. Bon, ça raconte un peu tout, hein. Enfin, moi, c'est totalement imbriqué en moi et vice versa. Voilà, je pense que je serais capable de m'adapter ailleurs, bien sûr, mais ça serait pas un choix. Ouais. Voilà. Si j'ai pas le choix, je le ferai, mais par choix, non. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ici, quoi. Bah, faudrait être difficile en même temps. C'est un beau cadre. Voilà. Si vous arrivez dans le coin, Voilà. venez passer à Saint-Vicente si bonjour à Claire. L'art, l'artisanat d'art, c'est souvent encore, même aujourd'hui, trop dominé par les hommes. Pourquoi à ton avis? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer tout ça? Alors, pas tant que ça. Sur la céramique, il y a quand même beaucoup de femmes, surtout sur le décor en céramique. Après, sur la forme en céramique, sur certaines formes, ben, il y a quand même une contrainte physique réelle, hein. C'est lourd, hein. C'est lourd. Faut quand même, faut avoir des bras, hein. Donc, c'est un peu comme dans le sport, hein. Voilà, il y a des catégories hommes, les catégories femmes, c'est pas pour rien. Ouais. À un moment donné, voilà, il y a quand même une contrainte physique. Après, nous, sur la céramique, globalement, ça va. Non, j'ai pas, jamais ressenti, après, en plus, moi, j'ai un caractère assez masculin, donc, donc voilà, je sais pas quoi dire. Tu t'es jamais senti discriminée ou mise de côté du fait de ton genre? Non, du tout. Plus, alors, parce que j'ai une autre casquette, je co-dirige avec mon père une entreprise de location, d'entrepôt industriel, donc là, c'est beaucoup plus masculin. Bien plus difficile. Mais, enfin, c'est bien plus difficile. Non, parce qu'en fait, c'est une question de enfin, à partir du moment où on sait ce qu'on dit, où on connaît notre métier, où on connaît notre travail, honnêtement, j'ai jamais senti de différence. Ah, on a fait allusion à l'intermède professionnel que j'ai fait avant de revenir. J'ai fait de l'aéronautique. Secteur masculin, Et effectivement. j'ai passé mon brevet de pilote, donc très 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 masculin. J'ai jamais eu de soucis. Je me suis jamais sentie différente ou quoi que ce soit. Voilà.
Je suis impliquée à l'USAP, aussi le rugby, très très masculin. Honnêtement, j'ai jamais, voilà. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais loin de là. Mais personnellement, j'ai jamais senti. Oui, tu n'as pas été confrontée. Non, j'ai jamais été confrontée. Voilà, honnêtement. Donc après, parce que voilà, j'essaie quand je suis dans un domaine, j'essaie de le connaître et j'essaie de pas être me croire au-dessus de qui que ce soit. Ça aussi, hein, ça peut être un secret. Enfin, un secret, ça peut être voilà une clé pour pas être pas se sentir différent. Non, honnêtement, je peux pas aller sur un combat que je connais pas. On est arrivé au bout des questions que je t'avais envoyées. Alors, petite question pour terminer, tac au tac. Tac au tac. Quelle est ton héroïne dans l'histoire et pourquoi? Alors, mon héroïne dans l'histoire, tu reconnaîtras quelques-unes des questions. Je reconnaîtrai quelques-unes, voilà. Aux nouvelles arrivantes. J'avais cité, puisqu'on fait allusion au FCE, j'avais cité Jacqueline Auriol, justement, puisque Jacqueline Auriol, elle était pilote et pilote d'essai. Et elle avait eu de graves accidents d'avion et elle était quand même remontée en avion, elle avait repiloté et elle était pilote d'essai dans les années 50. C'était la belle-fille du président Auriol, donc en plus Vincent Auriol, oui. Voilà, famille est quand même plutôt illustre et plutôt aisée, quoi. Enfin voilà, qui avait et elle n'a jamais fait des casses. Elle n'a jamais fait des tonnes, alors que elle était pilote d'essai. Oui. Au-delà d'être pilote, elle était pilote d'essai. C'était voilà. Enfin, dans les années 50, 60. Aujourd'hui, pilote d'essai, je dis pas que c'est rien, loin de là. Mais bon, les choses sont quand même assez balisées, assez cadrées. On sait à peu près où on va, ce qu'on fait. Oui, à cette époque-là, les avions, c'était pas ce que c'est voilà. aujourd'hui. donc non, chapeau bas. Voilà. Ouais, elle vraiment. Et puis encore une fois, avec énormément d'humilité, énormément d'élégance. Elle était d'une beauté fabuleuse. Enfin, une femme grande, mince, belle. Enfin voilà, avec tout. voilà. On l'avait jamais visité, Jacqueline Auriol. Merci voilà. Du partage. L'épisode sera publié juin-juillet, je dirais. À cette période, aurais-tu une recommandation artistique ou littéraire à nous proposer pour la saison estivale, justement? Je crois qu'il y a un livre d'une certaine Audrey Jean-Cachef qui va sortir. Je n'ai même pas derrière pensé, tu vois. On a un truc touristique sur la saison et tout, là. Voilà, je suis toute rouge, c'est super. Oui, effectivement. Donc, voilà, achetez le roman. Voilà, j'ai perdu mes moyens. Et ben voilà. Bon, tu as le choix de dîner avec Jean Lursa, Pablo Picasso ou Salvador Dali. Tu choisis lequel et pourquoi? Incontestablement Jean Lursa. Parce que Picasso était pour le coup misogyne, infect, odieux, et Dali, il a vraiment trop exagéré sur l'utilisation des gens, voilà. Donc non, sans aucune hésitation. Et puis Lursa, à côté de ça, était un grand humaniste. Et c'est quelqu'un qui a sauvé un savoir-faire, qui a sauvé les milliers d'emplois à Aubusson. Donc Dali, Picasso, très bien. Je dis pas, hein, attention, dans l'histoire de l'art du XXe siècle, ce sont des gens, des artistes capitaux parce qu'ils ils ont inventé un mouvement, ils ont inventé une pensée, un regard. Donc bien sûr. Mais l'URSA, il a sauvé un bassin de savoir-faire. Donc pour moi, il y a pas de sujet. Enfin, il devrait être vénéré l'URSA aujourd'hui. Tu l'as rencontré? Eh ben non, il est mort en 66. Ah, tu vois, t'es pas si vieille que ça finalement. Mais non, il est mort en 66 et voilà. Par contre, qu'il était mort. En revanche, j'ai très bien connu Madame Lursa. Ouais. Et qui m'aimait beaucoup. Donc j'avais cette chance-là. Alors notamment parce que bon, c'était une femme à poigne. Et j'étais allée la voir en avion, justement. Alors j'avais pris mon avion et j'étais partie la voir dans le Lot, à Saint-Céré. Et alors elle était une nana qui pilote, elle était complètement, elle était enchantée, elle était à fond. Elle était déjà âgée, hein, mais elle était vraiment voilà. Et du coup elle m'aimait bien et très régulièrement, je la voyais 3-4 fois par an. Et elle était dure, hein, c'est quelqu'un de très très dur, avec une sacrée personnalité, mais voilà, elle m'aimait bien. Alors pour le coup, je pense que le fait qu'il y ait 2 générations d'écart était plutôt favorable, hein, voilà. Je pense que j'aurais eu son âge, elle aurait été très jalouse, hein, en revanche. Voilà. donc ça c'était, mais c'était quelqu'un de très chouette. Enfin, bon, que moi, avec qui moi ça s'est bien passé. Voilà.
Et voilà. Donc, je n'ai pas connu Jean Lursa, mais j'ai bien connu son épouse. Et pour terminer, quelle est la chanson qui te motive quand tu as le moral dans les chaussettes? Alors, c'est un peu ringard. Non, c'est pas, il y a pas de métro en Non, 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 J'y non, étais non. prête. Non, 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 Pendant non, que je non. chantais le refrain et tout, là. Non, non, non. Non, moi, je suis plutôt Chantons sous la pluie. C'est de qui, Chantons sous la pluie? Jane Kelly. Oui, oui, tout à fait. Et Fred Astaire, en fait, c'est leur numéro Je vois la danse claquette, sous la pluie. numéro Ouais, de claquette, voilà. Et en fait, c'est un film, c'est le film qui a bercé, ouais, mon adolescence, mon enfance, j'en sais rien. Donc voilà, j'aimais bien. Et puis du coup, je l'ai sur ma playlist et je l'écoute régulièrement. Ouais. Et Les matins un peu down. ouais, mais il y a ce côté-là, voilà, ce côté chantons sous la pluie. C'est vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ouais, faut pas se leurrer. Le quotidien est difficile pour tout le monde. Ouais. Donc cette pluie qui tombe, elle est plus ou moins incessante. Il y a toujours un truc qui va pas, qui arrive, etc. Et malgré tout, essayer de garder un petit peu de joie de vivre, un petit peu d'enthousiasme malgré tout. Voilà. C'est un peu ça mon leitmotiv aussi. Ça résume un peu ça. C'est Voilà. une belle philosophie. Voilà. Je te remercie, Claire, de tout ce partage. Merci à toi, Audrey. Je me suis régalée. Voilà. Adios. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu repars avec de l'inspiration et de nouvelles perspectives pour avancer avec confiance. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains. Et surtout, n'hésite pas à laisser un avis plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire grandir notre belle communauté. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours aussi décalé et inspirant. À bientôt dans la Cheftaine.